Les déplacés. Très critique face au processus électoral, la synergie des missions d'observation citoyenne dénonce plusieurs irrégularités et clientélisme dans le traitement des contentieux électoraux. Les déplacés internes du camp Nzulo dans les territoires de Massissi au nord Kivu viennent d'être assistés par le gouvernement ce jeudi. Rebooster le moral des étudiants de l'université Révérend Kim pour leur réussite. C'est l'objectif de l'échange qu'a eu ce jeudi le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, et les étudiants de cet alma mater. Bienvenue à tous dans ce journal sur Télé 50. La synergie des missions d'observation citoyenne reste très critique sur le processus électoral en cours en RDC. Dans un point de presse ce jeudi, la CIMOCEL dénonce plusieurs irrégularités et clientélisme dans le traitement des contentieux électoraux par la CENI, les cours et tribunaux, la corruption sur les élections des sénateurs et trafic d'influence sur la cooptation des chefs coutumiers. Dans sa déclaration globale des opérations mensuelles du mois de février, les coordonnateurs de la synergie des missions d'observation citoyenne a fait un constat très inquiétant des opérations électorales, notamment les refus des autorités morales de donner les procurations lors des contentieux électoraux, les traitements inégaux des dossiers par la CENI et la Cour constitutionnelle, l'incapacité de la CENI à sanctionner ses propres agents, ainsi que la substitution des résultats. On a constaté le manque unanime des preuves valables entre les mains des candidats. La violation des droits des candidats à obtenir les procurations pour rester dans les recours. Nous avons observé un traitement inégal de certains recours par la CENI. Face à cette hécatombe et soucieuse de construire une démocratie qui joue pleinement son rôle, la synergie des missions d'observation citoyenne présente quelques recommandations. De faire tout son possible pour garantir le respect des règles par tous. De publier la deuxième liste des personnes incriminées dans la détention des dispositifs électroniques de vote et de transmettre cette liste officiellement à la Cour constitutionnelle. De sanctionner son personnel impliqué dans le scandale de la détention des DEV par les particuliers, comme celui impliqué aussi dans la manipulation des listes sur la cooptation électorale. De traiter de façon égale tous les recours d'erreurs matérielles et de montrer un grand sens de justice, de l'égalité, d'égalité, de constituer et de transmettre aux cours des tribunaux pour invalidation tous les corrupteurs et tous les faussaires, autant pour la corruption, la cooptation, le dépôt des candidatures pour la sénatoriale, que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Les prochains rapports est attendu début avril. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, était devant des centaines d'étudiants de l'université Révérend Kim, dont il est l'ambassadeur. Il a tenu un échange avec les étudiants sur la réussite et l'implication de jeunes dans le processus du développement en République démocratique du Congo. Benjamin Moudiata a été présent pour les camps des Télé 50. De Kabea-Kamwanga, dans les Kasaï, à l'université de Sorbonne, à la République française, passant par Mbujimaï, Kinshasa et Bruxelles en Belgique, le directeur général de Télé 50, numéro 1 des journalistes de Kinshasa et enseignant, n'a pas que décliné aux étudiants de l'université Révérend Kim son parcours, combien motivant, mais surtout il a poussé ces jeunes, en qui il croit, à l'émulation. Question pour ces derniers de prendre leur avenir à bras-le-corps. Ça veut dire que vous êtes la nouvelle génération qui demain seront aux commandes de cette République. Après son exposé en présence de plusieurs centaines d'étudiants et autorités de la faculté de la communication de ces grands alma mater dont il est ambassadeur, Jean-Marie Kassamba a accepté de répondre à une dizaine de questions des étudiants dans un échange pétri d'énergie et de rapprochement. Et je serai disponible, je l'ai dit que cette faculté des sciences de communication, je vais m'en occuper pour promouvoir l'image. Se livrant à la presse à la fin des assises, Jean-Marie Kassamba a exprimé sa volonté infinie de s'investir dans la jeunesse congolaise. Nous avons principalement parlé de
préoccupation majeure de la jeunesse de notre pays, c'est-à-dire les conditions de formation, mais aussi l'après-études, mais également les réalités de notre pays. Le tribalisme, le copinage, le sous-développement. Nous avons un pays où toutes les banques appartiennent aux étrangers, un pays où il n'y a pas de millionnaires congolais, un pays où les jeunes, après avoir terminé les études, n'ont pas de débouchés. Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence congolaise. La jeunesse congolaise a besoin d'orientation, a besoin de modèles, a besoin qu'on rappelle les évidences. Souvent, notre classe politique pense qu'elle peut manipuler les jeunes et après on les utilise, on les jette. Non, c'est pas possible. La jeunesse est l'avenir, dit-on. Jean-Marie Kassamba ne cesse de se ranger aux côtés de ceux qui investissent dans la jeunesse. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'heure est à la cooptation des chefs coutumiers comme députés provinciaux. Sur les 4 chefs de la capitale, 2 seulement ont été cooptés. Il s'agit de David Matadi Kibala et Ndola Luzayadio. Les 2 autres, leurs dossiers ont été renvoyés au ministère de l'Intérieur et à la CENI pour des raisons de vérification de leur appartenance au village de leur représentation. C'est une plénière sous tension car les décisions cruciales seront prises pour la vie de la ville de Kinshasa. À l'ordre du jour, plusieurs points parmi lesquels audition et adoption des rapports de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers de chez la coutumier de la ville de Kinshasa. Cooptation. Lors de la législature passée, j'étais assistant parlementaire. Et voilà, aujourd'hui, je suis député provincial de la ville de Kinshasa. Nous savons très bien que la ville de Kinshasa a beaucoup de problèmes. Et sa population attend beaucoup des attentes à nous les élus. Nous allons travailler efficacement pour faire connaître le desiderata de la population auprès de l'exécutif. Ensemble, de trouver des solutions. Après un débat houlé entre les élus de la ville de Kinshasa et les bureaux provisoires de l'organe délibérant, 2 chefs coutumiers sur les 4 de la ville sont cooptés. Le chef coutumier David Matadi Kibala et Ndola Luzayadio. Et parmi les suppléants en remplacement de leur titulaire, Rola Kikunda Kiki en remplacement de Jean-Goï Mvunzi et Babaka Fanzou Jared en remplacement de Patrick Mouyaya. Les dossiers des 2 autres chefs coutumiers sont renvoyés au ministère de l'Intérieur et à la CENI car Mabama Ngankole Dona est farouchement contesté à l'unanimité dans le village Mongata. Il prétend être chef sans y être connu, ni maison ni famille, alors que tout Mongata reconnaît Sandawa Sanda et son adjoint-chef Mayala. Chef Iba, lui étant décédé il y a 3 jours. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu pour parler de la dernière vague des déplacés internes installés au camp de Nzulo dans le territoire des Massissi qui vont bénéficier d'une assistance en vivres et non-vivres du gouvernement congolais. Cette assistance a été remise ce jeudi à Goma par le ministre des Affaires humanitaires qui a conduit dans la ville volcanique une forte délégation pour évaluer la situation humanitaire sur le terrain. L'assistance du gouvernement congolais envoyée à la dernière vague de déplacés de guerre du territoire de Massissi et a fui le combat entre les FARDC et le M23 a été officiellement remise par le ministre des Affaires humanitaires Modeste Mutinga au gouverneur de la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami a à cette occasion remercié le président de la République pour avoir songé à se déplacer, mais plaide pour le retour de la paix dans leur milieu d'origine. Nous savons que le chef de l'État du côté militaire est en train de faire de grands efforts, mais au-dessus de cela, il a pensé aussi au social des déplacés qui sont en train de fuir et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous pensons que ces efforts vont continuer parce que la population a besoin de cela. Et plus que cela, la population du Nord Kivu et moi-même, nous voulons rentrer chez nous parce qu'on ne peut pas continuer à être bien dans les cas de déplacés. Au nom de tous les députés nationaux dépêchés à Goma pour cette mission,
L'honorable Magui Rwakabouba a profité de l'occasion pour encourager les FRDC qui combattent ces terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Encore une fois, nous voudrons encourager notre armée par le gouverneur de la province. Ce que nous attendons, c'est la fin de cette guerre. Parce que la population souffre beaucoup. Excellent, monsieur le gouverneur, vous avez tous nos encouragements. Et au nom des élus du peuple, au nom des députés du Nord Kivu, nous vous disons merci, ainsi que nos partenaires. Et nous allons aussi continuer à faire le plaidoyer. Certes, les besoins sont énormes, mais le gouvernement a fait ce qu'il pouvait faire. Cette assistance du gouvernement central était constituée de vivres, non-vivres et de médicaments. Longtemps objet d'un long feuilleton judiciaire pour cause des spoliations, la concession des 19 hectares situés devant l'hôtel Pullman de Lubumbashi, situé au quartier Golf, restera la propriété de la famille Mobutu et son partenaire BNPP. Le Conseil d'État vient de trancher en faveur de la succession du feu maréchal, en dépit de quelques multiples pressions politiques visant à lui en déposséder, actuellement occupé en partie par Psora Matisse et un sujet indien Rahim. La succession entend lotir cet espace pour y ériger des bâtisses à la hauteur de la ville qu'il préfère. C'est désormais une affaire close. Le Conseil d'État vient de restituer à la succession Mobutu sa concession de 19 hectares située devant l'hôtel Pullman de Lubumbashi, allant de l'entrée principale jusqu'à la plage. Les documents à l'appui attestent bel et bien que cette concession, longtemps disputée, avait été cédée depuis 1989 à l'ancien président du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu. À en croire cet arrêté du 13 mars 1989 du commissaire d'État à l'urbanisme et habitat portant des affectations de la concession et l'attribuant aux citoyens Mobutu. En 2022, une commission technique de l'urbanisme et habitat avait été diligentée à Lubumbashi afin de matérialiser le plan d'aménagement de la concession en faveur de la succession Mobutu. Malgré cela, le ministre de l'Urbanisme et Habitat avait signé un arrêté attribuant une partie de cette concession à un sujet indien nommé Rahim, privant ainsi à la famille Mobutu et son partenaire BNPP de jouir de son bien acquis légalement. En dépit des pressions politiques de tout genre, venant à la fois du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires foncières ou encore du gouvernement provincial du Haut-Katanga, le Conseil d'État est resté inébranlable. Seule la succession Mobutu et son partenaire BNPP ont le droit d'engager cette concession. À ce jour, ni Rahim, ni Psaro Matisse, qui occupent la plage, n'ont le droit d'occuper et d'exploiter les 19 hectares de cet espace. La famille Mobutu et son partenaire BNPP remercient la présidence du Conseil d'État pour son courage de dire les droits. La ministre de la Formation professionnelle Antoinette Skipulu a procédé à la clôture du séminaire de formation et des dialogues organisé par son ministère et le projet cadre continental africain des certifications de l'Union africaine. Cet atelier qui a réuni les participants du ministère de l'Éducation et des organisations concernées par les cadres nationaux de qualification et des certifications amorce un processus devant aider à atteindre l'adéquation formation-emploi tant souhaité. Ces 2 jours de travaux ont permis aux 51 participants, notamment ceux des ministères sectoriels, de réfléchir sur les expériences mondiales du développement et les impacts du cadre national de qualification et des certifications. En clôturant ces assises, son organisatrice, la ministre de la Formation professionnelle congolaise, Antoinette Skipulu Kabinga, est revenue sur le bien fondé de ce séminaire. Les résolutions qui émanent de ces séminaires feront l'objet d'une feuille de route devant permettre à l'autorité congolaise des régulations de disposer des matériels nécessaires à l'élaboration du cadre national des certifications et des qualifications. Lors du premier jour de cet atelier, la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Skipulu Kabinga, a, en présence de la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Michel Ndiaye, de la vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo, Eliane Moukeni, et de la coordonnatrice de l'ACKF, Castel Branco Eduarda Maria,
invité les participants à la culture de l'intérêt général et au développement de l'esprit d'échange constructif pour renforcer leurs capacités dans le domaine de qualification et des certifications. Pour elle, ces éléments sont essentiels pour doter la République démocratique du Congo et les continents d'une main-d'œuvre de qualité. Bien avant, la ministre de la Formation professionnelle a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour son accompagnement. Ce séminaire, qui marque un tournant décisif dans la mise en œuvre du cadre national de qualification et des certifications en RDC, fait suite à la création par décret du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de l'autorité des régulations des qualifications et des certifications professionnelles. Antoinette Kipoulou Kabinga s'est réjouie des évolutions institutionnelles récentes qui ont, selon elle, jeté les bases juridiques de ce cadre national de qualification et des certifications. Parlons industrie dans ce journal, l'arrêté interministériel Industrie-Finance accordant des facilités à l'aménageur de la zone économique spéciale de Moussienene et aux entreprises a été remis ce jeudi à Kinshasa au PCA des sociétés et responsables des administrations concernées par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Désormais, l'aménageur de la zone économique spéciale de Moussienene, 100% privé, tenu par les Congolais basés dans le territoire de Lubero au Nord Kivu, et les entreprises qui vont s'y installer vont bénéficier des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers. L'arrêté interministériel Industrie-Finance accordant ces facilités a été remis ce jeudi au président du conseil d'administration de la société Touvali Équateur Socitec, qui est l'aménageur, au président de la FEC Butembo Lubero ainsi qu'aux responsables des administrations concernées dont la DGDA, la DGRAD, le FPI, l'OGFREM et l'AZES par le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Ceci est un aboutissement d'une grande vision du président. Alors pour la partie du Nord Kivu, c'est notre manière de contribuer aussi à la pacification de cet espace. Butembo est connu comme le centre commercial de la RDC. Jetant des fleurs au président de la République Félix Tshisekedi et au gouvernement, l'aménageur Issé Maliona a appelé les opérateurs économiques de la région de se mobiliser pour faire business dans cette zone économique. Maintenant que la Socitec dispose de ce document, ce droit officiellement, la Socitec s'engage à démarrer sérieusement les travaux. Polycarpe Dinvito, président de la FEC Butembo Lubero, parle d'un jour historique pour la renaissance de l'économie du Grand Nord en particulier et du Nord Kivu en général. Un coup de chapeau à notre gouvernement, parce qu'on avait demandé ça depuis très longtemps, on demandait ça, tous les gouvernements passés ont demandé. Donc ça c'est déjà le début du développement, ça rassurez-vous. S'il n'y avait pas la guerre, ce serait la grande fête à Butembo aujourd'hui. En politique, l'Union nationale congolaise vient de relancer Jeudi Mayangani, un espace qui permet aux jeunes du parti d'échanger sur les enjeux politiques du pays et la position de l'UNC. Au cours d'une activité organisée ce jeudi à Kinshasa, Kédrick Chirouza, coordonnateur en charge de le recrutement au sein de la Fédération nationale de jeunes, a réuni des milliers de jeunes pour partager sur la vision politique de Vital Kamerhe. Enfin, le jeudi Mayangani est de retour. Dorénavant, les jeunes de l'Union nationale congolaise vont se retrouver chaque jeudi au siège du parti pour échanger sur les questions politiques de l'heure et surtout savoir l'évolution du parti comme ce fut le cas dans le passé. Et pour cette relance, le jeune Kinois ont massivement répondu présent à la grande satisfaction de Kédrick Chirouza, coordonnateur en charge des recrutements au sein de la Fédération nationale de jeunes. Quand nous étions venus à l'UNC, nous avions trouvé qu'il y avait une coutume instaurée par le secrétaire général Billy Kambale, Eraston, que je salue en passant, qui avait instauré Jeudi Mayangani, qui consistait à réunir non seulement les membres de l'UNC, mais aussi à parler de comment est-ce que le parti devait fonctionner, donner des idées ensemble. Alors, vu que c'est une tradition qui avait disparu, moi en tant que coordonnateur du recrutement et implantation, j'ai décidé de pouvoir le remettre en place à travers ma coordination. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui pour le jeudi Mayangani. Pendant ce mois de mars, le parti de Vital Kamerhe a une pensée pieuse aux mamans de l'Est victimes des exactions rwandaises. Que je pense plus aux mamans de l'Est qui souffrent en cet instant précis.
nous sommes de cœur avec elle. Et puis à toutes les mamans de la RDC, ce n'est pas qu'une journée de fête, mais c'est une journée de réflexion sur la femme. C'est une journée où nous devons parler de la femme positivement et voir ce qui est amélioré dans notre société sur la femme. Voilà ce que je peux dire concernant la journée du 8 mars. Toutes les structures de l'Union nationale congolaise sont en marche en attendant la sortie du gouvernement dans lequel le parti de Vital Kamerhe compte jouer une partition importante. Autre chose à présent, sur un lot de 10 locomotives neuves acquises par la Société nationale de chemin de fer du Congo, 5 sont arrivées les dimanches derniers. Le directeur général de cette société étatique, Fabien Mutombe, a présenté le mardi 5 engins de traction au président du conseil d'administration, aux administrateurs ainsi qu'aux inspecteurs des finances. Il s'agit de 5 locomotives neuves sur les 10 commandées qui ont été présentées aujourd'hui au président du conseil d'administration Stanislas Umba Lungange, les administrateurs ainsi que les inspecteurs de finances. Partis de la gare centrale voyageurs de Lubumbashi, les convives ont eu une idée nette sur ces 5 engins roulants de traction qui pèsent chacune 90 tonnes avec les moteurs des 12 cylindres arrivés à Lubumbashi depuis le dimanche 3 mars. Contrôlées électroniquement par microprocesseurs, ces locomotives sont adaptées à circuler sur tous les réseaux de la SNCC avec la possibilité de remorquer jusqu'à 20 000 tonnes. La vitesse de conception est des 100 km/h. Occasion pour les PCA de remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir choisi aussi la SNCC dans la répartition de la redevance logistique de transport via le gouvernement. Les 5, c'est la première étape. Il y aura une étape, encore nous allons recevoir 5 locomotives. C'est une joie pour nous parce que ce sont des acquis à préserver avec attention. Personne n'oublie que pour les instruments essentiels pour la population, qu'il s'agisse de l'emploi, de la croissance, de la production, des finances, la santé, l'éducation, les transports est un grand élément. Vous avez vu que nous ne sommes pas entrés à l'intérieur des locomotives. Vous savez, la fois passée, avant d'inaugurer les 100 wagons que la direction générale avait achetés, le président de la République nous a accompagnés. Il a visité ces wagons-là. Notre souci, notre préoccupation était de les voir encore venir ici, voir les locomotives avant de les mettre ça en exploitation. Il est à noter que l'infrastructure ferroviaire de la SNCC est de 3641 km et une bonne partie étant délabrement très avancée, raison pour laquelle le directeur général de la SNCC, Fabien Mutombe, a conduit ses hôtes au site de l'étincelage de la SNCC pour palper du doigt le premier lot d'environ 11 700 traverses et les éléments d'attache et du blast qui vont servir aux travaux de rénovation de la voie ferrée. Il faut dire par ailleurs que la réception de ces traverses métalliques neuves précède la commande des 8800 tonnes de rails de 29 kg chacun. Dans les restes du continent, au Sénégal, la confusion demeure sur la date exacte de la présidentielle. Le gouvernement a annoncé la tenue du premier tour au 24 mars, tandis que le Conseil constitutionnel l'a fixé au 31 du même mois. Contradiction totale pour ces deux institutions qui ne parlent pas le même langage. Sinon, tout porte à croire que l'élection aura lieu avant l'expiration du mandat du président Macky Sall le 2 avril prochain. C'est un retour à l'apaisement, la question reste suspendue. Plongé dans une crise politique inédite, le Sénégal a connu un nouveau coup de théâtre dans la soirée du mercredi 6 mars, pendant que les regards des Sénégalais étaient tournés vers l'Assemblée nationale où les députés votaient un projet de loi d'amnistie controversé. Mais c'est du Conseil constitutionnel que l'annonce du jour la plus importante est venue. L'élection présidentielle est donc prévue fin mars, ont annoncé hier mercredi la présidence et le Conseil constitutionnel, une nouvelle qui suscite sans doute un degré de confusion sur la date précise. Si la présidence de la République a annoncé que le premier tour aurait lieu le 24 mars, le Conseil constitutionnel quant à lui fixe le scrutin au 31 de ces mêmes mois. Cette annonce fait suite à la publication d'une décision du Conseil constitutionnel qui a jugé que la présidentielle devait avoir lieu avant les 2 avril, rejetant la date proposée du 2 juin. La présidence sénégalaise a acté cette accélération brutale du calendrier en annonçant dans la même soirée que le Premier ministre Amadou Ba était libéré de son poste pour mener campagne. Il est remplacé par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba.
Venons-en au rappel des titres. Les déplacés internes. Très critique face au processus électoral, la synergie des missions d'observation citoyenne dénonce le processus électoral en cours. Les déplacés internes des Nzulo dans le Massissi au Nord Kivu vont bénéficier bientôt de l'assistance du gouvernement. C'est le ministre des Affaires sociales et humanitaires qui a remis ces lots au gouverneur militaire. Rebooster le moral des étudiants de l'université Révérend Kim pour leur réussite. C'est l'objectif de l'échange qu'a eu ce jeudi les directeurs généraux de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, et les étudiants des CETA Alma Mater. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.